Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. 17 ans de travaux, 12 ans de retard et une facture estimée par la Cour des comptes à plus de 19 milliards d'euros. Le feu vert pour la mise en service de l'EPR de Flamanville a été donné par l'autorité de sûreté nucléaire. La Normandie, terre d'énergie, puisque cette semaine a été inauguré au large de Fécamp le premier parc éolien en mer au large des côtes normandes. Alors, la facture d'électricité sera-t-elle moins salée pour autant? On en parle dans un instant avec nos invités. Voilà, imaginez que cela fait 22 ans qu'un réacteur nucléaire n'a pas été mis en service en France, 22 ans d'attente avant le démarrage annoncé de l'EPR de Flamanville. Pour en parler autour de cette table, David Marguerite, bonjour. Bonjour. Président de la communauté d'agglomération du Cotentin et vice-président LR de la région. Avec nous également Véronique Bérégovoy, bonjour. Bonjour. Conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, militante du collectif Stop EPR, ni Panly, ni ailleurs. Marie-Agnès Poussier-Winsbach, bonjour. Bonjour. Députée Horizon de Seine-Maritime, et vous avez inauguré cette semaine à Fécamp, aux côtés du ministre de l'Industrie, ce premier parc éolien en mer. Et puis, pour nous accompagner et nous éclairer sur l'énergie, ça s'impose, Philippe Legaltel. Bonjour Philippe. Bonjour. Correspondant du journal Les Échos. Avant de vous laisser la parole, 17 ans, je vous le disais, après le début du chantier, l'EPR de Flamanville est entré dans sa phase active avec le chargement du combustible, une étape essentielle avant son raccordement au réseau électrique. Les explications de Simon Derrien. Visite guidée dirigée par le patron. Depuis 4 ans, Alain Morvan est le directeur du projet Flamanville 3, le 3e réacteur nucléaire installé sur le site de la Manche. Avec plus de 10 ans de retard sur le calendrier initial, Flamanville 3 est entré dans une phase décisive, le chargement des assemblages combustibles. 241 tubes de 4,80 m de haut, 800 kg remplis de pastilles d'uranium enrichi. On a commencé les opérations de chargement du réacteur le 8 mai. Les opérations de chargement, je vous ai dit, il y a de multiples points de contrôle, donc on ne vous donnera pas de durée de manutention, ce n'est pas le sujet. On veut que le chargement se fasse en toute rigueur et en toute sûreté pour garantir ensuite l'exploitation du réacteur. Avec ce chargement, l'EPR, jusqu'alors neutre radioactivement, entre en phase active. Les manœuvres sont donc très sécurisées. L'opération mobilise un collectif de 30 personnes qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, c'est des opérations ininterruptibles. À partir du moment où on commence l'appréhension d'un assemblage combustible, on va jusqu'à la totalité du massif, c'est-à-dire d'avoir 1241 assemblages pour constituer le cœur de Flamanville 3. Ce chargement n'est pas l'ultime opération de démarrage de l'EPR. Le réacteur va monter en puissance petit à petit jusqu'à la fin de l'année, où il doit atteindre les 1600 MW prévus. Voilà, tout est prêt, ou presque, pour le démarrage de cette EPR de Flamanville. Philippe Legalter, on n'attend plus que le président de la République. On l'attendait. On l'attendait. Il aurait dû venir jeudi, mais comme vous le savez, la crise en Nouvelle-Calédonie et les émeutes qui ont suivi ont bouleversé les agendas politiques, et notamment celui du président de la République. Donc, annoncé, programmé le vendredi 24, oui. Mais sous réserve. Voilà, vendredi qui vient. Alors, décidément, cette EPR a multiplié les pépins. C'est un projet un peu maudit. 17 ans de travaux, 12 ans de retard, je le répétais, une facture qui a explosé. Oui, une facture qui a quadruplé, des travaux qui ont évidemment eu beaucoup de retard, des inconvénients sur même la fabrication de la cuve, le fond de la cuve, le couvercle de la cuve. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu Fukushima entre le début du chantier et aujourd'hui, qui a provoqué d'énormes modifications coûteuses, mais aussi avec plus de sécurité. Donc il faut aussi dire cet élément-là qui, évidemment, a rajouté et à la facture et au calendrier. Alors David Marguerite, les habitants du Nord-Cotentin et les Normands en général croisent les doigts pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de nouveaux retards
et de nouveaux incidents. C'est quoi l'ambiance dans le Nord-Cotentin en ce moment? C'est un sentiment de grande fierté, parce que c'était un chantier hors norme qui arrive à son terme. Philippe Galtel vient de le dire à juste titre. C'est un chantier qui a connu des vicissitudes, d'abord aussi parce qu'il y a eu un contexte international qui a impliqué de faire monter en puissance des normes, des contraintes de sécurité beaucoup plus fortes que celles qui étaient initialement prévues. Il faut rappeler aussi qu'on n'avait pas construit de réacteur nucléaire depuis longtemps, depuis 16 ans avant le démarrage, et qu'il a fallu reconstruire finalement des compétences, avoir une formation accélérée. Bref, c'est un chantier qui a aussi fait l'objet parfois de retard à cause de la politique et des accords politiques. C'est un ouf de soulagement là, oui, alors au-delà du soulagement, je parlais de fierté, il y a eu jusqu'à 3800 personnes qui ont travaillé sur ce chantier. On a formé plus de 1400 personnes en local, grâce notamment au soutien de la région. Et donc quand je parle de fierté, c'est également le sentiment de participer au-delà de la chance que ça représente pour le Cotentin en termes de développement, ce que ça a représenté, ce que ça va représenter demain. C'est la nécessité pour la France et donc le fait de contribuer pour notre territoire à la souveraineté énergétique du pays et au fait de produire de l'électricité décarbonée. Alors, j'imagine que vous n'avez pas la même vision. Véronique Bérégovoy, je rappelle que vous êtes conseillère régionale Europe Écologie Les Verts et membre du collectif Stop EPR, ni Panly, ni ailleurs. On arrive au moment où on va démarrer progressivement cette EPR de Flamanville. De quoi faut-il avoir peur ? Ce n'est pas une question de peur, c'est une question effectivement de réalité de la situation. C'est-à-dire qu'en France, le nucléaire, c'est comme une religion en fait. C'est-à-dire c'est open bar, c'est quoi qu'il en coûte. La preuve en est, c'est qu'effectivement, aucune industrie au monde ne pourrait bénéficier d'autant de largesse, si je puis dire, puisqu'on en est à 19 milliards. Il ne fonctionne toujours pas, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Mais au-delà des dysfonctionnements, donc là, effectivement, on vient de chercher le combustible, c'est une chose, c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de contrôles à faire. Dernièrement, il y a aussi la Seine, l'agence, donc le gendarme nucléaire français, qui a parlé tout à fait de, comment dirais-je, de problèmes de falsification dans les équipements. La construction de ce chantier est absolument pharaonique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui... On y arrive, on va pas faire machine arrière maintenant. Qu'est-ce que vous dites aux habitants, justement ? Non, ce que je voulais terminer quand même au propos, c'est qu'en fin de compte, pourquoi nous, évidemment, nous ne sommes pas favorables, c'est parce que c'est symboliquement le début de la relance du nucléaire, alors que c'est un boulet pour notre économie qu'on va... Tout à l'heure, je vous dirai un certain nombre de chiffres. Mais en termes, par exemple, de sécurité, il faut savoir que le couvercle pose des difficultés extrêmement graves. Donc, c'est quand même le couvercle de la cuve où il y a le réacteur et que normalement, il doit y avoir un arrêt pour que ça reprenne. Le problème, c'est que ce couvercle va être irradié. Donc, on va refaire travailler des salariés pour retirer le couvercle qui va devenir un déchet irradié. Enfin, on est quand même dans des choses qui sont absolument hallucinantes et qui ne répondent pas à la problématique de la crise climatique. Marie-Agnès Poussière, je vous laisse la parole une seconde, mais un point justement technique sur ce couvercle, c'est quoi ? C'est qu'on démarre l'EPR, Philippe, et là, en 2025, on le change. On le change, oui. On arrête l'EPR pendant prévu. Tout ça, plusieurs mois. Oui, enfin, on n'arrête pas l'EPR pour changer le couvercle. On arrête l'EPR pour vérifier que tout fonctionne, etc. Et on en profite pour le changer. Mais c'est sous le couvert, effectivement, de l'ASN, cette autorité de sûreté nucléaire, qui est très vigilante. C'est-à-dire que rien ne se passe sans qu'il y ait un accord de l'ASN. Rien ne peut se faire sans l'ASN. Donc l'ASN a considéré que le démarrage et l'introduction du combustible pouvaient se faire avec ce couvercle-là. Pour tout vous dire, enfin, ça c'est EDF, mais j'aurais fait des travaux chez moi, je pense que j'aurais changé le couvercle de ma cuve avant d'entamer. Mais c'est ainsi. Marie-Agnès Poussier-Winsbach, on va parler des éoliennes en mer dans un instant, au large de Fécamp. Mais d'abord, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, ce démarrage annoncé de l'EPR de Flamanville ? Complètement. Nous étions dans l'attente depuis, en effet, de nombreuses années. Moi, je suis aussi très rassurée de voir qu'on a tenu compte de l'expérience de Fukushima pour, en effet, avoir des exigences complémentaires. Donc aujourd'hui, le fait que ce soit inauguré, eh bien, c'est la relance. Et si je pouvais comprendre certaines hésitations il y a quelques années, ce que nous venons de vivre ces 2 dernières années, pour moi, ne fait que j'ai plus aucun doute sur la nécessité de relancer le nucléaire. Et sur la fiabilité, parce que c'est le plus gros réacteur jamais construit en France, qui va démarrer encore une fois progressivement. Le plus puissant du monde. Et le plus puissant du monde. C'est un test pour la France, c'est un test pour la
la Normandie, évidemment, Dans ce en domaine, on a sachant que souvent demain, été les il y premiers. aura 2 EPR à Penly, Oui. c'est le début. Hein. Oui, C'est un oui, prototype. c'est ça, c'est un prototype. Mais Et tout le savoir-faire. Et en réponse peut-être à ce que disait Véronique Bérégovoy, en effet, l'avenir du nucléaire s'écrit en Normandie et moi je m'en réjouis parce que l'énergie nucléaire est aujourd'hui reconnue, et c'est tant mieux, comme une solution pour la décarbonation de l'économie, y compris au niveau international, puisque 20 pays à l'échelle internationale viennent de reconnaître le nucléaire comme la solution pour décarboner l'économie. Et donc, je suis fier que la région Normandie apparaisse aujourd'hui comme la terre de production de toutes les énergies renouvelables. Et donc, nucléaire, nous avons également, avec le nucléaire, un moteur de croissance considérable. 28 000 emplois dans la région, 1400 entreprises, c'est considérable. Et il faut aussi en tenir compte et assumer cette fierté. alors justement, moi je veux rebondir là-dessus quand même, parce qu'il y a des chiffres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est trop cher, trop tard, puisque si on parle des EPR de Penly, ça ne sera pas avant, je pense, 2035-2040. Et en plus, c'est toute une chaîne extrêmement dangereuse. Moi, je voudrais rappeler quand même quelques points, parce que souvent, on survole ça. De l'extraction à la gestion des déchets, parce qu'on oublie tout ça. L'extraction, elle se fait au Niger dans des conditions catastrophiques. Le Kazakhstan... je précise que ça passe par la Russie, là apparemment ça ne pose pas de problème pour l'uranium. Et en effet, après la gestion des déchets, et nous allons arriver au réchauffement climatique, ça demande beaucoup d'eau. Et là, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'on a nos fleuves qui vont diminuer, on a le recul du trait de côte, donc il y a tous ces problèmes qu'il faut tenir en compte. Alors on ne tient pas du le tout nucléaire, par contre, donc, ça c'est quelque chose, je ne sais pas si vous pouvez aller compte, ça représente, comme le disait David Marguerite, 28 000 emplois dans la région. On a 9 réacteurs, 3 centrales, 2 EPR en projet, je le disais, à Penly. Et on a besoin de personnel, Marie-Agnès Poussier-Vinzac. Ça fait vivre la Normandie, le nucléaire. Bien sûr. C'est pour ça qu'en effet, la région a toujours soutenu ce projet. L'État, en effet, heureusement, s'est repris, et moi c'est ce que je considère, en se disant que si nous voulions revenir vers une forme de souveraineté, eh bien nous devions... parce qu'il y a un moment donné, moi je ne comprends pas comment on fait. Sauf à ce qu'on n'ait plus d'activité du tout, notamment industrielle, sur ce territoire et sur la France. Je ne sais pas comment on fait pour arriver à décarboner notre énergie et en même temps à ne pas faire de nucléaire. Philippe, nous avons cette possibilité-là une précision. et nous sommes les meilleurs dans le monde. Oui, une précision sur les EPR, parce qu'on sort, si j'ose dire, du chantier de l'EPR et il y aura 6 nouveaux EPR, mais c'est des versions simplifiées, c'est-à-dire que ce n'est pas des machines aussi grandes, imposantes et compliquées à faire a priori. Ce seront 6 EPR en version simplifiée, dont 2 à Penly. Et j'ajouterais peut-être juste que la France est le pays au monde qui produit le moins de gaz à effet de serre parmi les grands pays. Et si c'est le cas, évidemment, vous le savez, c'est parce que nous avons misé sur l'énergie nucléaire, contrairement à l'Allemagne qui en est sortie, votre modèle, et qui a rouvert ses centrales à charbon, avec ce que ça représente en émissions de gaz à effet de serre. Alors, s'il vous plaît, il faut quand même que je réponde. Il y a des chiffres que je vais vous donner quand même. Ça fait 30 ans qu'en fait, le nucléaire dans le monde, il ralentit et là, il baisse. C'est-à-dire que la production d'électricité, aujourd'hui, elle est en dessous de 10%. Le nucléaire, en fin de compte, c'est une histoire ancienne. C'est les énergies renouvelables. Et d'ailleurs, on va faire le pas tout à l'heure avec les éoliennes offshore. Mais justement, quelques chiffres quand même en termes de... comment dirais-je, de production qui ont été installées en termes d'énergie renouvelable. Je mélange le photovoltaïque, l'éolien terrien et l'éolien en mer. Attendez, c'est important parce que si vous voulez, on n'a pas le temps de refaire. Ça a été installé. L'équivalent, ça a été installé. Si, parce qu'en Europe, non, je parle de l'Union européenne. Ça a été tout ça qui a été installé depuis le démarrage de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, si vous voulez, c'est l'équivalent de 74 EPR. Parce que les renouvelables, c'est plus rapide, c'est moins cher, c'est efficace et c'est moins dangereux. Donc voilà la décarbonation efficace. C'est peut-être le prix aussi de l'électricité. Voilà. Est-ce qu'on a des infos là-dessus quand on regarde? Les prix sont en dessous. Quand on regarde ce qui s'est passé les prix sont en dessous. le 1er février, on a une hausse des tarifs de 9%. Ça représente 18 € par mois pour les ménages pour une maison de 4 pièces. Avec les investissements qu'on fait, c'est 19 milliards. Comment on s'y retrouve, Philippe? Est-ce que vous avez eu une idée demain? La facture d'électricité, pour nous, ça change quoi? Pourtant, on a plein de nucléaire, je ne comprends pas. Quand on se compare aux autres, on a un prix d'électricité moins cher que les autres pays européens. Et après, il y a eu le bouclier tarifaire qui va disparaître. Donc voilà, il y aura peut-être quelques augmentations, effectivement. Alors, est-ce que la solution, justement, pour disposer d'une électricité à moindre coût pourrait passer par
les éoliennes, on y vient. Cette semaine avait lieu, sans le président de la République, qui était annoncé, mais qui était retenu pour gérer cette situation en Nouvelle-Calédonie, avait lieu donc l'inauguration du parc éolien en mer de Fécamp. 71 machines, le plus grand parc de l'Hexagone pour l'instant. Hein. Il va permettre d'alimenter en électricité plus de 750 000 foyers, soit 60% de la Seine-Maritime. On en parle dans un instant, mais d'abord, il faut bien comprendre ce que représente ce parc éolien. Il y en aura plusieurs en Normandie, 5 qui sont annoncés. Voyez ce sujet de Conrad Dixie. Les 71 éoliennes trônent au large de Fécamp. Des pales qui tournent grâce à la force des vents marins. À 15 km des côtes, le premier parc éolien de Normandie est sorti de mer. Un projet attendu qui aura pourtant mis 16 ans à voir le jour. C'est en 2008 qu'il est évoqué pour la première fois lors d'un débat public. Et c'est officiellement en 2011 que le projet est lancé par le président Nicolas Sarkozy. À l'époque, le groupe nucléaire Areva se positionne pour construire les éoliennes. L'entreprise projette même d'implanter une usine au Havre, mais suite à des difficultés financières, Areva recule, faisant peser une menace sur l'existence du projet. Parce que personne ne sait comment va se stabiliser, la filière industrielle. La branche éolienne d'Areva est finalement rachetée en 2016 par l'entreprise Siemens Gamesa. 6 ans plus tard, l'usine havraise de construction des éoliennes sort de terre. Des mâts, pales et nacelles 100% normandes qui seront assemblées à Cherbourg, dans la Manche, avant de prendre la direction de Fécamp. Entre la pose des fondations gravitaires, le raccordement électrique à terre et le montage des éoliennes, le chantier aura duré 3 ans pour un investissement total de 2 milliards d'euros. Le parc éolien offshore de Fécamp sera complètement opérationnel cet été. Avec une puissance de 500 MW, il produira l'équivalent de la consommation en électricité de 770 000 personnes, soit 60% de la population de la Seine-Maritime. Voilà, et ce parc est en service, Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Vous l'avez accompagné, notamment en tant que maire de Fécamp, vous avez été pendant 8 ans. Première question, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit mais ça va gâcher le paysage, parce que c'est la crainte des riverains quand on est à 13 km, et est-ce que de fait, ça gâche un peu le littoral ? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire gâcher. Si, alors évidemment, plutôt que d'avoir un horizon le paysage, large et le paysage dégagé. A changé parfois. Je vous dis ça parce que en effet, chez nous, on ne voit pas toujours l'horizon. Donc parfois, à un moment où on pourrait voir l'horizon, on peut voir des éoliennes. Là-dessus, c'est aussi une question de goût. Vous avez des personnes qui disent « moi, je trouve ça super, je trouve que c'est élégant ». Et puis, vous avez des personnes qui, en effet, disent « c'est différent ». Mais vous avez des remontées, à chaque fois qu'on a fait moi, je me pose toujours la question en me disant « mais quand on a fait de l'éclairage public et qu'on a été mettre des poteaux partout, quand on a installé le téléphone dans nos territoires, ça a dû être quelque chose ». Donc ça, moi, je ne suis pas trop là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de voir si on arrive à trouver un modèle qui permettrait de les avoir plus éloignés. Parce qu'en effet, là où on peut avoir des réserves, c'est sur ce qu'on nous avait dit. Moi, je me souviens très bien, j'avais suivi les débats publics, et quand on nous disait que les éoliennes, quand on les verrait, ce serait bras tendu, une allumette... C'est pas le cas, tout à fait exact quand, notamment, vous êtes sur le haut des falaises et que vous regardez l'horizon. C'est la volonté maintenant d'en faire plus, effectivement, parce qu'il faut atteindre des objectifs. Et on dit plus loin. Le ministre, absolument. Le maire l'a dit. Alors, Fécamp est le premier parc éolien au large des côtes normandes. Ça ne sera pas le dernier. 4 autres parcs sont en projet d'ici. En projet. C'est toujours long. La Courseulles est lancée. Oui, mais de faire aboutir et de faire fonctionner ces parcs éoliens, ça a mis 16 ans, 17 ans à Fécamp. Mais il a déjà fallu que Fécamp soit reconnu comme étant une zone propice. Regardez, ces parcs, justement, en question, ils sont disposés sur l'ensemble du littoral normand, long de 650 km. Le plus important, c'est celui du centre-Manche. Il y en a 2 côte-côte, en fait. Ça représente 120 éoliennes, 120 machines. David Marguerite, j'imagine que dans votre secteur, le Nord-Cotentin, certains vous disent « non, mais il ne faut pas les mettre là ». Absolument. Ça va se voir, même si elles sont à 30 km. C'est ça. Je pense qu'on a trouvé le bon équilibre dans le Cotentin.
Moi, je le dis souvent, on ne peut pas vouloir les emplois sans avoir de l'activité. Donc, et le port de Cherbourg en Cotentin tourne à plein régime, notamment parce qu'il y a les énergies marines renouvelables. On a une usine de General Electric qui a 700 personnes. Donc, le bon compromis, c'est de mettre des éoliennes, comme on le fait en ce moment dans le Cotentin, à plus de 30 km des côtes, pour limiter les impacts visuels pour les pêcheurs. Moi, je ne veux pas, pour le territoire du Cotentin et pour le territoire normand, de ce que je vois à Saint-Nazaire. C'est pas possible. Aujourd'hui, quand on a un territoire qui veut se développer, c'est beaucoup trop près. Quand on a un territoire qui veut se développer sur le plan touristique, il faut en effet éloigner le plus possible, et on trouve ainsi un compromis pour faire en sorte en effet que la Normandie soit bien la région de la production des énergies décarbonées. Et moi, je trouve que ça, c'est beaucoup trop près des côtes. Ce n'est pas acceptable. Et puis, je dirais aussi, et je terminerai juste là-dessus, c'est qu'il faut raison garder. L'EPR, on en parlait tout à l'heure, c'est 3 millions de personnes qui vont pouvoir être alimentées. Il faut 3 parcs comme à Fécamp pour avoir l'équivalent. Moi, je ne veux pas recouvrir notre région ni de panneaux photovoltaïques, il en faudrait 3 millions pour l'équivalent de l'EPR, ni d'éoliennes, il faudrait l'équivalent en France de 18 000 stades de foot pour recouvrir, pour avoir l'équivalent de l'EPR qui, encore une fois, est sûr, avec une filière totalement sûre, avec Orano, dont la prolongation du site a été annoncée par le gouvernement récemment. Véronique Bérégovoy, est-ce que vous préférez justement, très concrètement, avoir 300 éoliennes devant les côtes normandes ou 2 nouveaux EPR à Penly? C'est la façon dont vous posez la question, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai le droit. Oui, mais non, parce que si vous voulez, là, l'éolien, on n'en parle que d'une façon esthétique. Excusez-moi, c'est quand même autre chose. Ça va permettre enfin de rattraper notre retard qui est énorme en termes d'énergie renouvelable pour la France. Pourquoi ? Parce que justement, on a le boulet du nucléaire qui a quand même pris beaucoup d'argent. Donc on est très en retard dans les renouvelables, qui là, on le voit d'ailleurs au niveau du temps et au niveau des sous. Enfin, il n'y a pas photo, comme on dit, avec le coût effectivement d'un EPR. Et ensuite, l'idée n'est pas mettre des milliers d'éoliennes partout. L'idée, c'est de mettre des éoliennes offshore, parce qu'effectivement, là, on est sur de l'industrie lourde avec beaucoup d'emplois aussi à la clé. On a 650 km de côte avec un vent. Le vent, c'est gratuit. L'uranium, il faut aller le chercher, c'est très dangereux. C'est intermittent. Le vent, c'est gratuit. Mais justement, l'idée, c'est de pouvoir multiplier la diversité des énergies renouvelables. Et c'est là où il faut avoir une notion, une vision de politique énergétique et politique économique en la matière. C'est-à-dire que c'est une diversité. C'est-à-dire que là où on peut mettre des éoliennes offshore, on met des éoliennes offshore. Là où on peut mettre de l'éolien terrestre, on met de l'éolien terrestre. Là, on peut mettre de la biomasse, on met du biomasse. Là, on met du solaire, du photovoltaïque. C'est de l'hydrolien en Normandie. Et de l'hydrolien. Alors, c'est sa diversité. Et je voudrais terminer aussi, parce que au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'il y a 3 facteurs qu'il faut tenir compte. Il ne faut pas séparer les choses les unes des autres. C'est, 1, faire des politiques de sobriété. Il faut baisser nos consommations d'énergie. 2, l'efficacité, évidemment, avec des plans d'isolation massifs. Et là, on a besoin de beaucoup d'argent. Et puis, évidemment, le développement des énergies renouvelables. Alors, parlons justement de ce que disait Philippe. C'est ce trio qui va répondre à la crise climatique. Hydroliennes. Aura-t-on des hydroliennes dans le Ras-Blanchard ? Oui. Ça, c'est une vraie question. C'est là qu'on a les plus forts courants d'Europe. On parle de 7 machines géantes, de 11 mètres de haut, 25 mètres de large. On va peut-être les voir justement. Un poids de 200 tonnes par hydrolienne. Elles seront fabriquées par les constructions mécaniques de Normandie et installées, si tout va bien, c'est le calendrier, en 2026. Ça, c'est l'avenir. En fait, on sera une région modèle de mix énergétique, Philippe. Là aussi, il y a eu un raté industriel il y a quelques années, 2018. Naval Group, faute de soutien du gouvernement, il faut le dire. Faute de soutien peut-être du gouvernement, effectivement, devait lancer ces hydroliennes. Et puis, on revient maintenant avec 2 projets, toujours projets pilotes. Et donc, dans un des projets, effectivement, c'est les CMN qui les construiront. Et la région via Normandie hydrolienne. Et en effet, ce sont des perspectives considérables, avec là, pour le coup, un impact visuel qui est extrêmement limité. On s'en réjouit parce que c'est bientôt la naissance d'une nouvelle filière industrielle en Normandie, dans le Cotentin en l'occurrence, qui va asseoir le rôle de la Normandie comme championne de la production de toutes les énergies. Et c'est une bonne nouvelle pour notre région, en termes d'emploi et en termes de promesses de le gouvernement donne son aval, ce qui n'est pas fort, ce qui n'est pas fait. Et on parle de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et on a appris avec la visite de Bruno Le Maire qu'elle allait entrer dans un débat assez large, alors qu'elle était attendue fin 2023, 2024. Et les industriels ont besoin d'un signal fort pour qu'ils puissent investir. Et juste pour finir sur les éoliennes, avec les 3 parcs en France, dont Fécamp, c'est 1,5 gigawatts. En 2035, il faut atteindre 18 gigawatts. Ouais. Et d'ici 25 ans, 45 gigawatts. Mais est-ce que ces projets seront suffisants justement pour pallier... Pas sans nucléaire.
passe en nucléaire. C'est Pas lié impossible. à un manque Non mais si, d'énergie. justement. La panne de courant, est-ce qu'elle est possible? Il nous reste très peu de temps. Oui, ben justement, c'est-à-dire qu'il y a tout à fait des scénarios aujourd'hui de renouvelables, c'est-à-dire la diversité de renouvelables, et au fur et à mesure, justement, pour sortir du nucléaire. Parce que vous voyez, tous les milliards, ils sont colossaux, qui vont sur le nucléaire, ils ne vont pas vers le développement des énergies renouvelables, ils ne vont pas vers les politiques dont j'ai parlé tout à Et l'heure. là, il y a un désaccord profond. Donc, il faut faire des choix. Et il faudrait d'abord analyser les vrais besoins, baisser nos consommations, et effectivement, ensuite, on pourrait voir de quoi on a besoin exactement. Marie-Agnès Poussier-Vince. Moi, je me sens à l'aise dans le mixte énergétique. C'est-à-dire que je ne veux pas opposer les uns et les autres. Je trouve qu'on a besoin absolument du nucléaire, tout comme nous avons besoin, en effet, d'accélérer vraiment, c'est le cas de dire, pour les énergies renouvelables. Tout à l'heure, la facture d'électricité elle va continuer à grimper comme ça? Mais je pense qu'il faut arrêter de faire croire à nos concitoyens qu'elle peut baisser. Non, c'est pas faire croire. Les nouveaux PR, c'est la Cour des comptes, c'est entre 80 et 100 euros le mégawattheure. Et aujourd'hui, l'éolien, on est à 60 euros. Mais ce qui contribue aujourd'hui à baisser le cours de l'électricité, qui est en train de baisser, c'est parce que les réacteurs nucléaires sont en train de redémarrer. C'est ça qui est en train de se passer. On a un avantage comparatif énorme. On ferme 4 monts, là, pour 100 jours, parce qu'on a trop d'électricité. On ne pourra pas décarboner sans nucléaire. C'est impossible. Et même vos amis le disent maintenant. Merci. À suivre, donc, et à suivre du côté de Flamanville pour voir si effectivement ce démarrage progressif continue sa courbe comme ça. Si le courant sera bien injecté. Et si le courant sera bien injecté dans le réseau. Dans le réseau. Voilà. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Merci beaucoup. L'émission Dimanche en politique. Non, mais un sujet comme ça, dans un instant, la suite de Dimanche en politique avec Francis Letellier. Bon week-end sur la 3 et à très vite.